Bienvenue sur Géopolitis. On dit de lui que c'est l'homme le plus puissant du monde ou la femme la plus puissante de la Terre, si un jour c'est une femme. Pour le moment, en tout cas depuis 1789, il n'y a eu que des hommes, des présidents américains, Barack Obama étant le 44e depuis George Washington. Président, un métier pas tout à fait comme les autres, un mandat électif jugé à l'aune de l'histoire, avec un grand H, jugé pour le meilleur et pour le pire. C'est quasiment un sport national aux États-Unis. On classe les présidents. La plupart des grandes universités ont leur grille de jugement. Les grands quotidiens s'y mettent aussi, surtout en période d'élection. Et puis, périodiquement, on révise ces tableaux d'honneur ou de déshonneur. Alors, sur quels critères, avec quel recul, avec quels arguments politiques, économiques ou sociétaux, Géopolitis a consulté ces classements, sachant que tous ces jugements sont contestables. Comme le disait le 36e président américain, Lyndon Johnson, si deux hommes sont d'accord sur tout, c'est qu'un seul des deux réfléchit. Le meilleur président, eh bien, c'est Abraham Lincoln, élu en 1860, réélu en 64 et assassiné un an plus tard, en 1865. Là-dessus, tous les universitaires, politiques et journalistes sont d'accord. L'homme fait l'unanimité, encore plus que George Washington ou Thomas Jefferson. Lincoln, c'est le meilleur, c'est le président le plus admiré au regard de l'histoire, lui dont le nom est pour l'éternité associé à la conclusion de la guerre de sécession, tout autant qu'à l'abolition de l'esclavage. On lui reconnaît aussi l'imposition d'une certaine morale en matière de gouvernance. C'est lui que l'on voit en effigie sur les billets de 5 $. George Washington, le pauvre, se contente des billets de 1 $. Un président dont le portrait ne figure sur aucun billet de banque, c'est le pire président des États-Unis, le 15e, le moins connu, James Buchanan, le prédécesseur de Lincoln, cloué au pilori précisément pour n'avoir rien fait pour enrayer la guerre de sécession. Alors non, puisque vous allez poser la question, George W. Bush, le fils, n'est pas le plus mauvais président. Selon les classements, il est entre la 35e et la 37e place. Dur d'être ainsi jugé par ses pairs. Est-ce que ces présidents savaient ce qui les attendait lorsqu'ils ont été élus et qu'ils ont prêté serment devant le Capitole? Variation sur un même prononcé de serment, mais avec différents présidents. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. so help me God. So help me God. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Vous avez dit critères de jugement, en voici quelques-uns qui régissent ces classements. Leadership politique, capacité à gérer l'économie, résultats de politique étrangère, bien sûr, capacité à faire des compromis, volonté de communiquer, qualité d'intégrité, prise de risque ou encore capacité relationnelle avec le Congrès. Au terme de ces diverses enquêtes, sachez encore que dans l'histoire récente, l'un des meilleurs présidents, selon ces critères, c'est encore et toujours Bill Clinton. Et pour Barack Obama, eh bien, on attendra un peu. C'est le sauveur de la nation, celui qui est parvenu à unifier la terre américaine déchirée par la guerre civile, Abraham Lincoln, 16e président et premier président républicain des États-Unis. À son actif également, et cela joue dans son immense cote de popularité, la rédaction du 13e amendement de la Constitution, celui qui abolit l'esclavage. Également présent dans le top 4 de Mount Rushmore, dans le Dakota du Sud, George Washington, le premier des 44 présidents, le planteur de Virginie devenu héros de la Révolution américaine. Et tout le monde n'a pas une capitale à son nom. Vient ensuite Thomas Jefferson, philosophe, agronome, inventeur, architecte, francophile et, ce n'est pas rien, à l'origine du doublement de la superficie des États-Unis à la suite de l'achat des territoires de Louisiane. Moins historique, plus récent dans le temps, mais figurant également dans ce top 10, Franklin Delano Roosevelt, l'homme du New Deal,
le président aux 4 mandats qui a mené son pays à travers toute la Deuxième Guerre mondiale et qui reste, et pas seulement du côté des démocrates, une référence. À peine plus loin dans ce classement, John Fitzgerald Kennedy, le plus jeune président élu, il avait 46 ans, le plus jeune aussi à mourir, assassiné comme Lincoln, une fin tragique qui joue encore un rôle certain dans la popularité qui est la sienne. Kennedy qui reste le président de la guerre froide, la figure historique de la crise des missiles de Cuba, Kennedy qui garde la particularité d'avoir été le seul président américain de religion catholique. Enfin, en queue de ce peloton du top 10, un autre président républicain, Ronald Reagan, 40e président, Reagan érigé en modèle de gouvernance politique, toujours cité en référence pour sa défiance envers Washington. Reagan connu aussi pour son audace et son franc-parler. On se souvient de ses propos sur l'empire du mal, l'URSS de l'époque. Allez, on sort un peu de ce top 10. Sachez que Bill Clinton est en 15e position, donc le mieux classé de tous les présidents, disons, contemporains. Clinton, dont les 2 mandats restent marqués par la plus longue période d'expansion économique du pays en temps de paix. Non seulement c'est le pire, mais pour nous, c'est un inconnu, James Buchanan, celui qui était président juste avant Lincoln et qui précisément n'a rien pu faire pour prévenir la guerre civile américaine. Il est au dernier rang. Au 37e rang, un certain George W. Bush, 43e président, dont seule l'histoire nous dira si ce classement est justifié. Dans l'immédiat, le prédécesseur de Barack Obama est jugé sévèrement en raison de sa gestion de l'économie, de sa politique internationale, jugé aussi très sévèrement, je cite, pour son manque de capacité à faire des compromis et à communiquer. À signaler enfin le classement de Richard Nixon, en 27e position, donc en milieu de peloton, ni meilleur ni pire président. Richard Nixon, mal noté à la suite du Watergate et qui fut le premier et le seul président américain à devoir présenter sa démission, Nixon, dont la politique étrangère, notamment vis-à-vis de la Chine, restera pourtant comme un grand acquis de la géopolitique. C'est l'histoire, cette fois, qui se prononcera pour le meilleur et pour le pire. L'invité de Géopolitis, Boris Wejdowski, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Votre domaine, c'est la culture et la littérature américaine. Un point d'abord sur la méthodologie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre et de ce type de classement? Ça vous plaît ou ça vous contrarie? Ça ne me contrarie pas, mais c'est l'esprit d'une nation où on a besoin de mettre les choses dans l'ordre, où on a besoin de savoir qui sont les meilleurs et de désigner le leader dans sa profession, quelle qu'elle soit, que ce soit professeur, président ou plombier. Il faut avoir un premier. Alors, pourquoi ce besoin? Pour avoir une référence, tout simplement? Parce que l'Amérique est une méritocratie, parce qu'on aime les premiers, parce qu'on aime désigner le meilleur et on aime savoir ceux qui ont le plus participé au système et qui ont le mieux défendu le métier auquel ils appartiennent. C'est difficile quand même de comparer un président d'il y a 150 ans, Lincoln, et puis maintenant Barack Obama. C'est difficile quand même. C'est difficile de deux points de vue. D'un point de vue historique, c'est difficile parce que naturellement, le 21e siècle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le 18e d'un Washington ou le 19e d'un Lincoln. Mais ce que l'on compare, ce n'est pas seulement le travail historique, c'est aussi d'un point de vue synchronique, c'est-à-dire on prend les gens dans l'histoire et on les met l'un à côté de l'autre et on compare la fonction présidentielle et l'aura présidentielle à travers l'histoire. Cette notion de synchronisme, vous entendez quoi par là exactement? Ça veut dire que, bien sûr, les présidents sont différents si on déroule le fil de l'histoire, mais en même temps, il y a cette fonction qui, elle, reste la même, cette fonction de représentation qui est très importante, et c'est cela qu'on compare, c'est l'aura présidentielle à travers les âges. Et alors, ça permet non seulement de faire un classement, mais d'avoir des références dont on se sert, par exemple, dans la campagne actuelle. Au fond, c'est pratique. Absolument. Et on ne peut pas faire une campagne aux États-Unis sans se référer à ces figures tutélaires qu'ont été les présidents du passé. Alors chacun a les siens, naturellement, pour les républicains. Dans l'histoire récente, ce sera Reagan, typiquement. Et chacun a ses figures comme ça. Alors que Lincoln, c'est bien parce qu'il sert aux deux camps.
Alors Lincoln sert à tout le monde parce que c'est C'est pour ça que c'est le meilleur finalement. C'est le meilleur, bien sûr, parce que c'est celui avec lequel on ne peut pas ne pas être d'accord. En plus, c'est celui qui a réunifié la nation, donc c'est le thème parfait quand on fait campagne. Quand on se promène dans les rues de Washington, pas seulement d'ailleurs, mais surtout à Washington, il y a des monuments partout avec les présidents. On sombre un petit peu dans l'idolâtrie, à votre avis ? On ne sombre pas dans l'idolâtrie. C'est pas la Corée du Nord quand même. Hein, mais... Ce n'est pas la Corée du Nord et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si on faisait la même chose dans n'importe quel autre pays du monde, on dirait... Voilà, nous sombrons dans le mythe de la personnalité. C'est une idolâtrie absolument scandaleuse. Ces statues de 15 mètres de haut, des obélisques dressés au milieu de la plaine. Et aux États-Unis, la démocratie est devenue une religion civile. Et donc, on célèbre les grands prêtres et on célèbre pratiquement les demi-dieux de cette religion civile à travers cette monumentalisation des présidents dans l'histoire. Le citoyen américain, lui, comment il ressent ces classements? Il en a besoin? Il s'en moque? C'est une affaire de journaliste ou d'universitaire? Oh, c'est une affaire qui fait parler dans le landerneau. Ça permet de se situer aussi soi-même sur ses valeurs politiques. Ça permet classer les présidents, c'est aussi classer les valeurs de l'Amérique. C'est ça qui est important. Alors, on s'en moquera si on est un analyste politique ou un historien affûté, mais pour les gens qui sont intéressés à voir où ils se situent personnellement dans l'échelle des valeurs américaines, ce genre de classement est intéressant. Vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot de mythe. C'est assez curieux. On a vraiment besoin de ces mythes? Les mythes ont une double fonction. D'un côté, ils ont un côté creux, artificiel, n'est-ce pas? Nietzsche disait, il faut frapper avec un marteau sur les mythes. C'est pas qu'on puisse les détruire, mais on les fait résonner. Alors voilà, on voit comme ils sont creux. Mais les mythes ont aussi ce pouvoir d'unir les populations, de les souder et de leur donner la volonté d'agir. Donc les mythes sont, comme beaucoup de choses, des armes à double tranchant. On en a besoin quand la situation n'est pas brillante, surtout, notamment en situation économique ou situation internationale. A fortiori, quand les choses vont mal, naturellement, on a tendance à se rattacher à des mythes qui permettent de se donner le sentiment qu'il y a possibilité de revenir à des valeurs intemporelles et qui fonctionneront toujours. En un mot, puisqu'on a parlé évidemment d'Abraham Lincoln, vous êtes d'accord, c'est le plus grand, le meilleur, le best-of? C'est la figure tutélaire, la référence. Absolument. C'est aussi celui on parlait des monuments washingtoniens, eh bien c'est celui qui, avec Washington, a la place de choix dans ce panthéon des présidents américains avec son temple grec situé tout au bout du mall, faisant face à la colline du Capitole. Tout ça n'est pas fait par hasard. Un mot, George W. Bush, c'est le pire président ou pas? C'est le pire président. Est-ce qu'on peut d'abord se prononcer si peu de temps après? Non, on ne peut pas se prononcer si peu de temps après, mais il est vrai que c'est un président qui probablement ne laissera pas une grande place dans l'histoire, dans le sens où il est devenu un président acclamé pendant une période à cause du 11 septembre, à cause des difficultés que l'Amérique a traversées. Aussi le président qui a déclenché des guerres avec lesquelles peu d'historiens, je pense, seront d'accord dans le futur. Merci, Boris Wierzchowski. Je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Merci à vous. Merci. Et si on faisait comme les Américains, à savoir établir un classement de nos dirigeants européens? En Allemagne, faudrait-il reconnaître que Bismarck était, et de loin, le dirigeant ayant la plus grande capacité géopolitique? Placerait-on Helmut Kohl en première ou en deuxième position, lui qui a tout de même tenu un pays en voie de réunification? Hitler serait le pire chancelier, là-dessus tout le monde serait d'accord, mais quelle place donner, par exemple, à Konrad Adenauer, l'homme de la réconciliation avec la France? Adenauer qui admirait De Gaulle, justement. Le général est-il à mettre tout en haut de la liste du best-of des présidents français? L'homme du 18 juin est-il plus grand, pas seulement en taille, que Clémenceau, que Poincaré, ou pour être plus contemporain, que Jacques Chirac? Et Nicolas Sarkozy serait-il d'office classé parmi les médiocres, proches d'un Napoléon qui n'a pas en Europe laissé que des bons souvenirs? Partons maintenant en Italie. Si l'histoire, à l'évidence, est sévère pour le fasciste Mussolini,
que dira-t-elle l'histoire du règne d'un Berlusconi? Quant à la Suisse, eh bien c'est simple, on aurait d'autant plus de mal à la rédiger, cette liste des meilleurs et des pires, que les présidents changent tout le temps, en tout cas tous les ans, de quoi les oublier, à moins que ce soit eux qui, très civiquement, aient choisi l'anonymat pour échapper à tout classement. Et sur la page web de Géopolitis, vos questions à notre invité, la campagne présidentielle actuelle en vidéo, de l'infographie sur la galerie de tous ces présidents, les dossiers didactiques de RTS Info et de TV5 Monde, vue du passé ou les heures brillantes et sombres de 2 siècles de présidence américaine, les meilleurs ouvrages et sites internet pour tout savoir de ces élections 2012, Géopolitis en podcast, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.